Quand elle est venue, ma fille, est venue avec une enveloppe pleine d'argent. On dit, papa, tu vas partir à Mecque. Là, c'était autre chose. Donc, la vie d'un homme qui veut vraiment faire sa vie, il faut se marier. Je me suis trouvé une copine que j'ai présentée à mes parents. Le vieux notable du village a délégué un groupe de sages aller voir les parents de la fille. La cérémonie a été faite. Le vieux a préparé une enveloppe de 30 000 francs pour la dot, qui a été une satisfaction chez la nouvelle vue. Donc le festin a été fait le plus humblement possible avec ces 30 000 francs. Franchement, je dis que c'est à cause de l'amour sincère qui existait en nous qu'il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de réclamation. On est arrivé là. Aujourd'hui, après 40 ans de mariage, c'est comme si aujourd'hui qu'on s'est marié. Le même sentiment d'amour, le même sentiment de respect et donc tout ce qui s'en suit comme bien. La deuxième chose, c'est quand je préparais à avoir mon logement ici à Dakar. Après avoir effectué tous les dossiers, j'avais un chef Toubab. Comme il tient beaucoup à moi, il m'interdit de faire des permissions. Il me le refuse, alors que la BHM m'a appelé pour faire la signature du contrat de construction. Et là, ça a été vraiment dur. Il a fallu l'intervention de son adjoint qui m'a mis par derrière, la porte de derrière, pour aller signer à la PHS le contrat de construction. Et la troisième chose, quand cette fille est venue avec une enveloppe pleine d'argent, on dit, papa, tu vas partir à Mecque. Là, c'était autre chose. C'était une joie inouïe pour un vieux musulman qui préfère finir sa vie dans la religion. Comme j'ai toujours 10 milliards de choses à dire sur cette vidéo, 10 milliards. Avec un choix de cœur. Parce que quand je suis arrivé ici, très intelligent, sans me flatter, parce que généralement les enfants de la bourse, c'est des gens très intelligents. Mais le choix fait défaut. Je suis tombé sur un monsieur qui était un vieux roublard ici. Il m'a dit non, il faut faire des études techniques, que ça paye bien, ceci. Je suis posé à des exemples. Bon, je suis plongé dans sa voie. Et j'ai mis le paquet aussi dans ce métier. Mais j'aurais préféré vraiment des études d'avocat. J'en ai vu des exemples aujourd'hui. Et donc voilà, je me rappelle, quand je venais ici, les anciens vieux, ils disaient Gor. Donc, j'ai raté le cours à cause de ça. Maintenant, la chose est faite, je me voyais vraiment dans un costume d'avocat. Mais malheureusement, je suis en technique, un ingénieur en foi. Donc, le niveau est bon, mais je préfère le métier d'avocat. Donc, pour la jeune génération derrière, ce que je dois partager, c'est la rigueur. La rigueur, c'est un mot-clé pour moi. Il faut être rigoureux pour réussir partout. Même le balayeur, il doit être rigoureux pour pouvoir faire un bon balayage. La justice, il faut être juste, il faut être honnête. Ça fait partie de mes priorités. Sinon, tu fais du miracle entre le faux et le juste. C'est pas bon. Et la générosité, nous sommes dans une société où l'inégalité est là, le malheur est là partout. Je dis que quand on est généreux, on a tendance à aider ceux qui sont dans le besoin. On a un équilibre social. C'est beau, hein? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Juin 2024. Ouais, juin 2024. Bonjour Team Parents d'Afrique. Bonjour Team Parents d'Afrique. Ça me fait bizarre de vous retrouver. Parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas mise devant le micro du Aminata Partage. Parce qu'en général, j'enregistre plusieurs vidéos le même jour et comme ça, après, je suis tranquille. Mais là, on est le 21 juin, il est 21h20 à Paris. Et c'est maintenant que j'ai fait le tournage et voilà. Et donc, ouais, ça me fait bizarre. Bonjour, Team Parents d'Afrique. This is my father. C'est mon père et j'ai tourné cette vidéo en juin 2024.
Juin 2024. Mais avant, c'est la fête des pères. Ça fait plusieurs semaines, et même depuis le lancement de Parents d'Afrique d'ailleurs, que le sujet du père vient. Et il vient alors que c'est pas le sujet principal. Je sais pas, on fait un contenu et les personnes qui m'écrivaient souvent, c'était... Il y avait toujours le sujet du père qui est là, mon père qui est là, alors que le sujet, ce qui l'a poussé, ou ce qu'il a regardé, ce qu'elle a regardé, cette personne, et qui l'a marqué au point de venir me parler, c'était pas forcément un sujet qui parlait du père. Enfin, voilà. Mais le sujet est arrivé et ça m'avait marqué. Plein d'autres choses. Bref, je passe dessus. Et du coup, par contre, ça m'a donné envie qu'on fasse vraiment plusieurs échanges qu'on prolonge ces échanges-là sur le père. Je l'avais dit, moi, le jour de l'événement, ou même avant, dans mes contenus de manière générale, la figure du père où mon père a été, et toujours, quelqu'un d'important dans ma vie. Sur les deux parents, je pense que c'est le parent avec qui j'ai le plus d'interactions très intenses. Beaucoup d'amour, évidemment, mais aussi beaucoup de désaccords. Mais comme c'est un avocat raté, bah c'est toujours un plaisir. On finit toujours par s'entendre. Donc, ça, vous voyez comment c'est pas mal, hein, la vidéo faite. Ça me permet d'introduire, de continuer mon introduction. Tu es sur Parents d'Afrique. Bonjour, je m'appelle Aminata Thior. Je suis la fondatrice de Parents d'Afrique. Tu es sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcasting. Je ne monte pas mes vidéos. Je sors ce que j'ai à sortir comme ça. Sans monter, tant que je ne dis pas de grosses bêtises, encore une fois, ou de choses qui nécessiteraient que je coupe patati patata, je laisse parce qu'il me manque de l'authenticité aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je ne supporte plus les contenus léchés. J'ai envie encore une fois, de vrai, d'authenticité. Et je partage des choses qui viennent au plus profond de moi de manière très spontanée, Et l'objectif, c'est pas de raconter ma life, c'est pas de raconter ma vie. L'objectif, c'est qu'on parle de sujets dont on ne parle jamais et pourtant qui occupent nos vies dans le day-to-day, qu'on soit parents ou pas parents. Comme je dis, on est tous des parents de quelqu'un avant d'être des mamans ou des papas d'enfants. Et que donc ces sujets sur la parentalité, sur la transmission, sur l'éducation, que ça puisse nous permettre de mettre de la conscience sur certaines choses pour ne pas qu'on reproduise. Parce que je crois fondamentalement que depuis des générations en Afrique, on reproduit. Il y a un cycle qui est là, qu'on reproduit. Et le jour où on mettra de la conscience sur certains éléments, on pourra avoir la possibilité de couper. C'est-à-dire de choisir ce qu'on décide de transmettre et de choisir ce qu'on décide de ne pas transmettre. Et voilà. Je tourne aussi en plein canicule. Donc voilà. Donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon père, mais encore une fois, pas en mode de raconter ma vie, mais de choses qui nous permettront à tous et toutes de penser à cette figure et de sortir des éléments qui nous permettent de mettre de la conscience sur l'éducation qu'on a reçue de cette figure masculine dans notre vie et de choisir qu'est-ce qu'on transmet pas, ou de manière générale, juste de mettre de la conscience. Mon intention, en tout cas, moi, en partageant, c'est pas encore une fois du voyeurisme ou quoi que ce soit, c'est d'avoir des conversations qu'on n'a jamais eues, que j'aurais voulu avoir avec les miens, les conversations qu'on a dans les salons, qu'on arrive à en parler de manière très, très élargie et que ça ait un impact sur l'éducation qu'on transmet aux autres. Les enfants, mais il y en a qui élèvent d'autres personnes qui ne sont pas leurs enfants. Anyway, vous avez compris. Je pense que c'est ça mon introduction d'habitude. J'ai oublié comment je me présente. Ok. J'allais dire le mec que vous avez entendu. Le monsieur que vous avez entendu. C'est mon père. La vidéo que vous avez vue, ça date de juin 2024. Parents d'Afrique, c'est quelque chose que je voulais lancer depuis longtemps. Et même si ce n'était pas sous ce format-là, j'avais
je voulais faire une verticale sur les seniors parce que je trouve que les seniors au Sénégal, en Afrique de manière générale, aujourd'hui, en 2024, 2025, 2026, en tout cas de plus en plus, sont de plus en plus seuls dans les maisons, seuls sur leur TikTok. Et ouais, je voulais faire un média ou une verticale qui parle de cette catégorie de la société. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont retenu, appris de la vie qu'ils pourraient nous transmettre et d'autres sujets. Mais sur cette partie, c'était ouais, la transmission en fait. Quels sont les éléments marquants de leur vie et qu'est-ce qu'ils voudraient transmettre à la nouvelle génération. C'était dans cet objectif-là quand j'ai fait cette vidéo avec mes deux parents. Là, c'est mon père, mais il y a aussi une vidéo sur ma mère qui parle d'autre chose. De très important sur la notion de réussite que j'ai commencé d'ailleurs à documenter sur la newsletter de Parents d'Afrique. Anyway, mais voilà, je ne savais pas qu'en prenant cette vidéo que je l'utiliserais un jour sur Parents d'Afrique, comme là par exemple. Et ouais, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que ce que je retiens de mon père, c'est que ce que je veux, ce qu'il m'a transmis et que moi je veux garder, et que je garde d'ailleurs de manière générale, et que je veux transmettre à mes gamins ou de manière générale à d'autres personnes. C'est ça, cette sensibilité. Vous l'avez vu pleurer Vous l'avez vu pleurer quand il disait certaines choses ou une partie, je pense, la partie sur la Mecque. Vous avez vu comment il se retenait à certains moments, la voix qui tremblait. This is my father, this is my dad. C'est tout moi, c'est tout lui. Et c'est quelque chose que je pense qu'il m'a transmis. Il pleure beaucoup. Pour un oui, pour un non, comme moi je pleure beaucoup pour un oui, pour un non. Le truc c'est que tu vois, jusqu'à son grand âge, c'est quelque chose qu'il a toujours, mais il l'assume pas, il ne l'assume pas, il ne l'a jamais assumé et il en souffre, le fait de pleurer tout le temps, à chaque fois qu'il est ému, que ça soit qu'il soit joyeux, pas content, ému dans les cérémonies, ému parce que quelqu'un parle d'un truc qu'il touche, ému parce qu'il regarde un match de foot, ému parce qu'il fait un discours. Il pleure. C'est quelque chose, enfin, il a jamais pu se retenir et toujours sans vouloir mais je suis un homme, pourquoi je pleure, pourquoi j'arrive pas à me retenir. Ou bien il fait ça et il s'excuse derrière en disant ouais, pardonnez-moi, j'arrive pas à me retenir. Ou pardonnez-moi, c'est pas bien de pleurer devant vos amis ou devant les gens comme ça. Mais j'y arrive pas, j'essaie de me retenir. Et moi, ça me fait toujours mal d'entendre mon père s'excuser parce qu'il a pleuré. Et il a pleuré parce qu'il est ému. Et ça a toujours été dur. Ça a toujours été dur. Et c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai hérité. Et j'ai essayé, comme lui, de renier ça, de le nier, de l'étouffer. Moi aussi, je pleure toute ma vie, à mon grand âge. Je me rappelle en classe, tout simplement, quel que soit le primaire, secondaire, les lycées, même jusqu'en école d'ingénieur, si je ne comprends pas un truc, ça peut m'arriver de pleurer. Et mes camarades le savent et ils se foutent de ma gueule pour ça. Enfin, ils le savaient jusqu'à présent. Ouais, quand je suis émue, je pleurais aussi. Et j'ai essayé, comme mon père, à nier ça, à l'étouffer. Et j'ai essayé toutes sortes de techniques. Quand les pleurs arrivent, quand les larmes montent, j'ai trouvé la technique de respirer. Ça n'a pas marché. Ça a marché une fois sur deux. Quand les larmes arrivent aussi, tu peux sortir de la salle. Voilà. Ça ne marchait pas non plus, ou une fois sur deux. Ou quand ça monte, tu peux t'arrêter, trouver une autre excuse, enlever tes lunettes, essayer un truc, garder un silence. Bref, plein de choses que j'ai essayé. Puis au bout d'un moment, je me dis, non, en fait, non, moi, j'ai pas envie de faire comme mon père. Le truc, il est en moi, j'ai essayé toutes choses pour
pour l'arrêter, mais en fait, c'est moi. Je suis quelqu'un qui s'exprime beaucoup, je parle beaucoup, j'écris beaucoup. Exprimer aussi, c'est une autre manière à moi de m'exprimer comme la parole ou l'écrit. Donc, ce truc-là, au lieu de le renier, écoute, je vais l'embrasser. Et ça fait plusieurs années qu'en privé, je pleure. Quand les trucs arrivent, je laisse couler parce que c'est comme ça. Et depuis quelque temps en public, je laisse aussi. Je ne me force plus à retenir la chose parce que c'est pas moi. Moi, c'est la personne qui s'exprime. Et les larmes, ça fait partie de mon moyen d'expression. Et c'est pas un caprice du genre, mais tu peux faire quelque chose pour l'arrêter. Non. Mon père avait ça. La mère de mon père avait ça. C'est d'autres personnes dans la famille. C'est un truc générationnel. Tu essaies d'enlever ça et ça part pas. Au bout d'un moment, faut accepter qui l'on est. Et je veux pas, moi, cette sensibilité que je trouve extraordinaire parce que c'est un père goriot, c'est un père lion, un homme à tout faire. Enfin, à tout faire, la preuve. Enfin, même son métier était dans ça. Il a fait ingénieur mécanique au port autonome de Dakar, dans les gros bateaux de pêche. Enfin, c'est eux qui s'occupaient de la partie froid, dans les bateaux. Enfin, bref. Et donc, dans un milieu très masculin, en plus dans un milieu très masculin, il est passé de technicien jusqu'au chef du département, Adrien Armement-Michel, enfin son département. Et à la fin, il dirigeait ce département au départ de ce fameux Toubab dont il évoque dans cette vidéo. Je reviendrai sur cette vidéo parce qu'il dit des choses très, très intéressantes, mais sur une autre fois. Et quand il pleurait à ces moments-là, mais c'était un désastre. Il rentrait, il s'en voulait à mort. Et moi, je ne veux pas passer ma vie à m'en vouloir sur un truc qui fait partie de moi. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a transmis cette sensibilité qu'il n'a jamais su allier avec sa force naturelle. Et moi, je veux les deux. Je veux avoir cette force, cette passion, cette femme à tout faire, à résoudre des problèmes, à tac, à faire truc. Mais aussi, si j'ai envie de pleurer, si les larmes sortent, j'ai envie de laisser parce que ça fait partie de moi. Donc, ouais, ça, il m'a transmis ça. C'est quelque chose que je prends et que je décide de ne pas faire comme lui, de l'accepter, de l'embrasser. Et je le pousse même à son grand âge, je le pousse à l'accepter, mais c'est difficile pour lui parce que pour lui, un homme ne pleure pas. Et je trouve ça tellement triste. Mais voilà. Et à chaque fois qu'on discute et les larmes sortent, je sens au téléphone ou physiquement, de face à face, je le laisse et je lui dis des mots gentils. Vas-y, pleure, sors, ne t'en veux pas. Parce que ma mère et ma soeur vont lui dire hey, bref. Mais non, moi, je pousse à ce qu'il embrasse ça, même à son grand âge. Mais voilà. C'est quelque chose qui m'a transmis et que cette sensibilité, je la trouve extraordinaire. Que je prends, que je vais transmettre. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on transmet. C'est quelque chose que tu remarques chez peut-être dans ta descendance. Mon deuxième est comme ça, il pleure pour un oui, pour un non. Je dis rien. Peut-être que c'est autre chose. Mais si demain il grandit comme ça, je pense que je saurais gérer. En plus, c'est un garçon. Les hommes ne pleurent pas, ce discours, je sais pas. Pour l'instant, je ne fais pas de fixation dessus, mais je saurais, je pense, comment gérer. Ça, c'est mon père sur les trucs que je veux garder. L'autre chose de cet homme, c'est son envie de vivre qu'il m'a transmise et que moi, j'ai envie de garder. Cette envie viscérale. C'est pas une envie juste simple de vivre, mais une envie viscérale de vivre. Je sais pas comment le dire. Genre quelqu'un qui aime la vie, en fait. Donc, les belles choses, le travail, évidemment, que ça, d'ailleurs. Mais je sais pas. Je pense que l'exemple le plus concret que j'aurais, c'est lors du Covid 2021. Il a eu le Covid. J'étais en train de me dire le ou là, bref. Et je pense tout le monde se disait que c'est fini. C'est fini, c'est mort, on le perd.
Je suis à 2 doigts d'arrêter cette vidéo et de recommencer à zéro, mais c'est no way. Je vais continuer. Ah, c'est dur hein, de tenir aussi ses promesses. Quand on dit je ne tourne pas, gna, 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 oui, je ne monte pas, machin, tout ça. Bref, je vais quand même continuer. Parce qu'il y a des tiroirs, il y a plein de choses qui sortent en même temps. Bref, je disais, cette deuxième chose, moi, que je veux garder, qui nous a transmis, je pense, à tous, mais je ne sais pas comment mes frères et sœurs ont reçu ça de leur côté, mais cette envie viscérale de vivre, de se dire que la vie est belle, quels que soient les problèmes, il y aura toujours des solutions. Et c'est un mec qui est là à chercher des solutions. Genre, il n'a absolument peur de rien. Et que tout ce qui arrive, si ça arrive devant toi, c'est que tu as la capacité ou les capacités de le gérer. Ça moi, c'est quelque chose que j'embrasse, que j'ai toujours eu, et c'est toujours venu de lui. C'est quelque chose qu'il me disait, qu'il nous disait. Et je pense que son rapport à moi par rapport aux autres aussi, c'est spécial parce que, enfin bref, ça, j'y reviendrai peut-être plus tard ou dans une autre vidéo. Anyway, mais du coup, ça, j'ai retenu. Et donc, je disais par rapport, pendant le Covid, il tombe malade, il a le Covid et il a 75% des poumons. Attends, 75%. C'est un vieux. 75%. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on disait à l'époque, que le Covid touchait plus les personnes âgées. Enfin bref, tout ça. Moi, j'entends 75%, je me dis, le mec, il est mort, il va mourir. Et presque tous disaient ça, sauf quelqu'un, ma mère, qui disait non, elle avait cette expression, il aime trop la vie pour partir. Et effectivement, c'était le cas dans le sens, quand on l'avait au téléphone, il y avait cette voix sous le truc respiratoire qui disait, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Moi, ça va. Je tiens bon. Ne vous inquiétez pas. Je vais sortir. C'était des phrases comme ça. Nous, on s'inquiétait pour lui. Mais lui, c'est lui qui nous rassurait, en fait. Et il disait, je ne suis pas encore parti. Je tiens bon. Non. Je ne vais pas mourir. En fait, il disait ça. Je ne vais pas mourir. C'est pas maintenant que je vais mourir. Le mec, il a encore une fois 75% des poumons abîmés. Mais il tenait. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein d'exemples où il était dans des situations mais ultra, méga, giga compliquées. Mais toujours déterminé. Tout. Voilà. Et je trouve ça admiratif. Et moi, je garde ça. J'ai toujours eu ça aussi. Je sais pas, j'ai ce truc que les choses peuvent aller mieux. J'ai cette sensation, une forme de certitude, je ne sais pas comment l'expliquer, que on peut toujours atteindre un certain idéal dans nos vies perso, dans les objectifs qu'on se fixe, dans la vie de manière générale, dans la société. Je sais pas, j'ai ce truc d'espoir et je pense que ça me vient de lui. Et c'est une question d'énergie dans le sens, cette croyance que la vie est belle, que tout est possible, il me le disait avec force. Tu peux tout faire. Il suffit juste que tu le veuilles et que tu t'y mettes. Ce truc que les choses sont possibles, pareil, il le disait avec force. Mais non seulement il le disait avec force, avec une certaine énergie, mais il l'incarnait dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, lui-même, il était comme ça. Et donc, forcément, tu y crois quand il le dit, parce que il l'incarne. Je ne sais pas comment le dire autrement, en fait. C'est pourquoi quand on dit à nos gamins, fais ceci, fais cela, alors que toi-même, tu n'incarnes pas ce que tu dis, pour moi, il y a peu de chances que ça marche, parce que tout est une question d'énergie, de vibration, de vérité, d'authenticité, tout ça. Si ce que tu dis n'est pas vrai en toi, mais dis-le d'une manière où tu veux, les personnes en face de toi n'y croiront pas parce que tu ne le vibres pas, tu ne l'incarnes pas. Et quand j'ai commencé à comprendre comment le système d'énergie marche, j'ai compris toutes ces paroles, comment ça m'a marqué, parce que ça sortait de quelque chose et de quelque part de très profond, de très véridique, et très vécu, de très incarné dans la vie. Oups. Donc voilà, voilà, c'est son désir viscéral de vivre, cet optimisme inouï, sans aucune limite. Je pense que ça, c'est, voilà, j'ai gardé ça et je veux garder ça pour mes gamins. Et le troisième point, le troisième leg, je dirais, c'est l'expression. c'est un avocat raté.
devenu ingénieur mécanique, passé toute sa vie à bosser au port autonome de Dakar du lundi au dimanche jusqu'à midi. Enfin bref, mais c'est quelqu'un qui parle. Moi, j'ai grandi dans une famille où tu dis tout ce que tu penses. Il n'y a pas de... Tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de tabou. Enfin bref, c'est l'expression à outrance. Les filles plus pour les garçons d'ailleurs, puisqu'ils sont beaucoup plus réservés. Mais ma sœur et moi, on a été éduqués dans ce truc de faut s'exprimer. Je ne sais pas si ça a été intentionnel du côté de mes parents. Je pense pas. Je pense que c'était naturel de leur côté. Je pense pas qu'ils avaient cette conscience il fallait leur donner aux filles plus de je sais pas, cette liberté de s'exprimer. Non, je ne pense pas. Je suis même presque certaine. Je pense que c'est lié plus au tempérament de mon père qui aime parler, qui aime partager. Il adore ça. Il adore ça. Il adore échanger. Il dit que tout est possible à gérer par la communication, par l'échange. Et ça aussi, j'ai grandi dans ça, j'ai grandi avec ça. Et ça me définit et je me dis que c'est pas pour rien que je suis journaliste, que j'aime la com et que moi aussi, je crois fondamentalement que la communication peut changer le monde. Quand je dis communication interhumaine dans les relations et même de manière beaucoup plus large. Et l'expression de l'amour par les mots, la puissance des mots, l'importance des mots, le poids des mots, ça aussi, oui, enfin, je pense par exemple sur Parents d'Afrique. Bref, je veux dire beaucoup de choses. Et je suis obligée de couper. Ouais, c'est quelqu'un qui a été très conscient du poids des mots, que ça pouvait booster en élan, couper en élan. Je pense. Sur la partie conscience, je sais pas. Je sais pas si mon père était conscient de cela. Je réfléchis à haute voix et je me dis non. Je pense que naturellement, c'est quelqu'un qui parlait. Et les mots, c'est important pour lui. Par contre, je ne suis pas sûre s'il a vraiment conscience de ce que les mots peuvent faire. Par exemple, quand il me disait, moi, plus petite que tu peux tout faire, je pense qu'il le croyait vraiment. Je ne suis pas sûre qu'il me le disait pour que ça me fasse quelque chose, forcément. Je ne sais pas. Mais je sais que ces mots-là m'ont porté. Quand il me disait, tu peux tout faire. Vas-y. Enfin, plein de trucs positifs. Moi, j'y ai cru. Voilà, enfin, du coup, ça m'a poussé à faire des choix, des choix et des voies que je n'aurais pas fait si quelqu'un ne m'avait pas dit que tu pouvais te permettre. Tu pouvais tout faire, en fait. Je pense que, oui, si j'avais pas cette petite voix de mon père avec laquelle j'ai grandi qui me disait, tu peux le faire, vas-y. Non, je pense qu'il y a plein d'opportunités sur lesquelles je ne me serais même pas dirigée parce que je me disais que je m'aurais dit peut-être que c'est pas pour moi. Je pense, hein, très sincèrement. Et c'est pourquoi je tiens à l'importance des mots. Pour les gamins, le fait de ne pas casser leur élan, briser leur élan, mais de manière consciente pour le coup, parce qu'il a brisé aussi mon élan, tout en me donnant aussi quelque part par les mots de l'élan. La seule différence, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, la seule différence, c'est que moi, je le fais avec conscience, c'est ce que j'ai appris de sa transmission, et lui, je pense qu'il le faisait comme ça, naturellement, sans forcément y mettre de la conscience. Je ne sais pas si je suis claire. Par exemple, aujourd'hui, si je transmets cette notion de l'expression à mes enfants, je la transmets avec conscience. Conscience, c'est-à-dire, je sais ce que ça fait de permettre à un enfant de s'exprimer, de te dire ce qu'il a envie de te dire, sans avoir peur que tu le grondes ou autre chose, de te dire sa vérité sans avoir peur que tu le juges ou que tu ne l'écoutes pas. Je pense que ça, mon père le faisait naturellement, parce que pour lui, c'était une évidence. Mais je pense que moi, je le fais de manière consciente. Un, c'est naturel. Deux, je sais ce que ça peut leur faire demain. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est ça. Et voilà, cette expression, il nous a... Enfin, ce truc de « tu peux tout faire », moi, ça m'a sauvé de plein de choses. J'ai envie de garder ça. Mais en même temps aussi, comme je disais,
autant il m'a donné ce truc, autant aussi il a brisé certaines choses. Et c'est le quatrième point de transmission que je prends, mais que je nuance. C'est comme il disait dans la vidéo, la rigueur. Toute sa vie, je pense, de ce monsieur, c'est le travail. Et c'est, je pense, le lot de toute cette génération-là qui connaissait que ça, qui quitte le village, Betenti de sa part, qui arrive à Dakar et à qui on dit faut travailler pour réussir, blablabla. Et donc, le fait qu'il nous a tous mis sur ce chemin de l'excellence à tout prix, il n'y a pas autre chose. Et quand je dis il n'y a pas autre chose, il n'y a pas cette légèreté de l'enfance, l'insouciance de l'enfance. Il y a toujours ce truc, travailler, réviser. T'as rien à faire, c'était sa phrase. Si t'as rien à faire, va dormir. Si t'as rien à faire, va lire. Et sinon, à part ça, c'est va travailler. Va faire des exercices, va lire, va machin. Mais c'est pas va jouer. C'est pas la légèreté de l'enfance, en fait. Et quand je disais que c'est là où il a coupé mon élan, c'est que... Mais ça, encore une fois, c'est une autre vidéo. Mais voilà. Nous tous, j'allais dire moi, mais nous tous dans la famille, c'est quelqu'un qui n'a pas favorisé le côté léger, côté divertissement, côté innocence de l'enfance, côté... comment dire? J'allais dire activité extrascolaire. C'est pas ça. Côté jeu, côté insouciance, côté juste légèreté de l'enfance, mais qui a privilégié le côté excellence. C'est les études, parce que c'est ce qu'il a connu, parce que c'est son référentiel. Et ça, je garde pour mes enfants, évidemment, mais pas comme il l'a fait. Je garde, moi, en le combinant avec l'enfance, l'insouciance que les enfants doivent avoir, avec le côté légèreté, jeu, créativité, tout ça. C'est là où je parle de coupure de l'élan, parce que moi, j'aimais bien bouger, j'aimais bien danser, j'aimais bien... J'étais une folle, mais ce truc-là, il l'a brisé d'une certaine manière. J'y reviendrai parce que c'est très important. Et encore une fois, il ne l'avait pas fait par manque d'amour. Au contraire, c'était de l'amour pour lui. Le fait de ne pas... de couper ça et de m'orienter sur la voie de l'excellence, parce que c'est ce qu'il connaissait. On en a parlé j'ai eu cette... Moi, j'ai posé toutes les questions que je voulais poser à mon père de ma vie. Toutes. J'ai pas de sujet tabou. Toutes les questions, on les a traitées. Et quand je suis devenue plus adulte et que certaines choses me sont revenues par le travail d'authenticité, enfin pas d'authenticité, de connaissance de soi, de qui je suis, quels sont mes adultes. Quand j'ai commencé, moi, à faire ce travail d'adulte et que j'ai découvert plein de trucs qui avaient un lien avec mon enfance, je suis partie à tous les deux, mes deux parents, pour leur parler. Et lui, il me disait, mais en fait, ouais, je sais, je vois de quoi tu parles, mais je ne l'ai pas fait par méchanceté ou autre chose. Moi, je l'ai fait par amour. Je pensais que c'était... C'est ça que je connaissais. C'était ça, ces mots. Moi, je ne connais que l'excellence. Donc, c'est par amour que je t'ai mis sur ce chemin-là. Et oui, et j'ai compris. Et c'est pourquoi je parle de conscience et d'inconscience. Et il reproduit aussi ce qu'il a connu. Parce que ses parents, quelque part, étaient comme ça, en partie. Enfin, bref. Mais un moment aussi, j'ai eu de la colère. J'ai ressenti de la colère pendant ma phase... Enfin, c'est pas adolescent, j'ai bien dépassé ça, mais peut-être fin de vingtaine sur ce point-là, le fait qu'il m'a poussé à faire que ça, alors que je n'étais pas que ça aussi, je n'étais pas qu'une élève, je n'étais pas que quelqu'un qui était orienté focus sur les études. J'étais autre chose et je lui en ai voulu et il y avait des périodes de tension sur ça qui revenaient de temps en temps quand j'étais en colère, que je l'avais au téléphone. Enfin bref, et qu'on parlait de ça. Bref, oui, donc mon quatrième point, c'est quelqu'un de très rigoureux, l'excellence, la rigueur, le travail, tout ce qu'il sait. Et tout ça, moi, j'ai pris. Je suis la deuxième de la famille, mais la première fille. Et... première fille, ça aussi, c'est un autre sujet. Première fille qui est la première qui est sortie aussi du cadre familial. Enfin, non seule sortie à l'étranger. Donc, j'avais une forme de pression. Ouais,
Ouais, il y avait une forme de pression. Je sais pas comment, ouais, une forme de pression. Ouais, ça, je sais pas s'il était conscient de ça aussi. Mais ce truc de te rappeler, t'es la première A, la première A, machin, quand il me le disait, je sentais une forme de responsabilité. Ça m'a pas pesé sur le moment, c'est plus tard que c'est là, par exemple, que je me rends compte que c'était une responsabilité. Et heureusement que j'avais quand même gardé une grande partie de ma, une grande partie de mon identité, à savoir ce truc d'expression, en fait. Je sais pas, le fait de dire non. C'est quelqu'un qui dit non. C'est quelqu'un qui n'a aucun complexe à dire les choses à qui que ce soit, quel que soit son statut. Et qui nous a toujours transmis, moi plus que les autres, parce que justement, j'étais la première à, sur plein de trucs par rapport aux 5 autres. C'est compliqué. Enfin bref. Et ouais, heureusement que j'avais gardé ce truc aussi ma particularité à dire non, même si c'était lui qui demandait des choses ou qui disait des choses. Je sais pas si je suis claire. Je ne sais pas si je suis claire. Mais, mais ouais, ce point sur l'excellence, moi, c'est s'il y avait un truc qui a, qui a fait que ma relation avec mon père n'était pas super euh, lisse, c'est ça. Et ça, c'est encore une fois, quand j'ai quitté le Sénégal, quand j'ai fini mes études d'ingénieur et que j'ai commencé à bosser, c'est là où je me suis rendu compte que moi, j'ai pas eu autre chose dans ma vie que les études. Je connais pas autre chose que ça. C'est là où je me suis dit, merde, mais je ne suis pas que ça, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à lui faire certaines reproches, à rentrer dans le fond de certains sujets qu'on a commencé à creuser. Et il y avait, oui, des tensions. Je pense que c'est le principal sujet de tension. Et puis l'autre sujet, c'est mon dernier point. C'est de tension, c'est la relation que tu vois, quand sur Parents d'Afrique, quand j'ai posé cette question à la communauté sur leur relation avec leur père, plusieurs réponses étaient venues. Le 1, c'était le père héros. Le 2, c'était le père absent. Le 3, je pense, c'était le père silencieux. Et le 4, c'était le mari de ma mère. Beaucoup ont dit, parce que la question que je leur avais posée, c'est quand je vous dis père, vous pensez à quoi? Les uns ont dit héros, les autres ont dit père silencieux, les autres ont dit père absent, et les autres ont dit le mari de ma mère. Ça aussi, c'est un sujet super méga giga important. Et s'il y avait un deuxième sujet de tension avec mon père, moi, dans ma vie de fille de mon père et de ma mère, ce serait ce sujet de ma mère. Mais, et ça aussi, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça tiendra dans cette vidéo. Je ne sais pas s'il faut le dire dans cette vidéo, mais je vais peut-être le brosser et en parler une autre fois quand je vais lire vos relations avec vos pères, vous aussi. Mais avant de venir sur ce dernier point de tension que j'ai eu avec mon père, je résume. Ça reste une relation très, très forte sur les deux parents, encore une fois. Moi, j'adore mes deux parents, évidemment, comme tout le monde. Mais je pense que le parent avec qui j'ai eu le plus d'interaction, c'est avec mon père. Parce que je sais pas, je sais pas si c'est pas lié au truc de la proximité qu'on peut avoir entre père et fille. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup de ça. Je trouvais que c'était lui qui me comprenait le plus. Et puis, j'aimais beaucoup, quoi qu'on puisse dire, les études. Et donc, comme j'aimais ça et que lui aussi, il adorait ça, bah, on était potes. Et puis, moi, ma manière de recevoir l'amour, c'est par les mots. Et lui, il parle. Il parle plus que ma mère. Ma mère fait. Et avec mon âge, ma vision d'adulte aujourd'hui, je dis toujours aux gens, il faut toujours regarder autour de vous comment les gens reçoivent l'amour, quelle est leur manière de recevoir l'amour. Il y a des gens, pour leur manière de se sentir aimé, c'est par les mots. Il y a d'autres personnes, c'est par l'acte de faire quelque chose. Il y a d'autres personnes, c'est autre chose. Il faut toujours qu'on arrive, nous, adultes aujourd'hui, à savoir les gens qui nous entourent, comment ils reçoivent l'amour.
Et moi, j'ai compris que ma manière de recevoir l'amour, c'est par les mots, et des mots sincères. Et ma sensibilité fait que je peux sentir si les choses sont sincères ou pas. Évidemment, plus tard, ensuite, pas plus tard, ensuite par les actes, mais les mots d'abord. Et cette proximité avec mon père, elle était venue là parce que aussi, on avait ce truc ensemble, les mots, on se disait tout. Ce qu'il me disait, ça sortait de son cœur, ça rentrait dans mon cœur. Ce qui faisait que tout ce qu'il me disait, je le croyais. Et heureusement que c'était des choses positives pardon, qui m'ont drivé toute ma vie. Cette capacité à te dire que tu n'as pas de limite. Tu peux tout faire. Tant que tu dis la vérité, tant que tu es juste, tant que tu es honnête, tant que tu bosses comme une dingue, il n'y a aucune raison que tu ne tiennes pas les choses. Et j'y ai cru. Et toute ma vie, j'ai fait ça. Être le plus véridique possible, le plus juste possible, la plus juste, pardon, la plus honnête et la plus travailleuse au monde. Et ça m'a réussi. Tout ce que je peux reprocher à ce vieux et que j'ai déjà réglé avec lui, c'est oui, papa, tu aurais pu faire tout ça en fait. Et tu l'as fait. Mais tu aurais pu y ajouter cet aspect aussi légèreté, me laisser mon innocence, ma légèreté de gamine, que je puisse, oui, m'exprimer, exprimer ma créativité. Et voilà, je pense que si j'avais un truc à lui reprocher, ce serait ça. Mais ça va, en fait. Cette, je trouve que c'était, comme on dit, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui fait qui je suis aujourd'hui. Et si ça se trouve, si j'étais pas cette fille qui l'a construite ainsi, je n'aurais pas lancé Parents d'Afrique. J'aurais pas cette sensibilité. Il y a quelque chose qu'on 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 reproduit inconsciemment et qu'il faut le briser. Si j'avais pas eu cette éducation qu'il m'a donnée, ouais, j'aurais pas lancé Parents d'Afrique et en parler comme j'en parle aujourd'hui. Si j'étais pas cette fille sensible comme lui est sensible et qui le compresse dans son corps, sa chair, et que moi j'ai décidé d'ouvrir, peut-être que je serais pas, si j'avais pas embrassé ma sensibilité, j'aurais pas euh, lancé Parents d'Afrique et plein d'autres choses, en parler en tout cas de la manière dont j'en parle aujourd'hui. Parce que si je vous parle de ça, c'est qu'on arrive au jour, et ça arrivera, qu'on parle de ces sujets de parents qui nous touchent. C'est pas du passé, le fait de s'arrêter sur la relation qu'on a avec son père. C'est pas du passé sur le fait de s'arrêter sur la relation qu'on a avec notre mère. C'est juste regarder ce qu'on a reçu, donc le passé, pour pouvoir comprendre le présent, ce qu'on est en train de vivre, et ensuite construire l'avenir. Donc, ouais, si il ne m'avait pas fait cette jeune femme que je suis là, avec cette sensibilité, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et ce que je veux qu'on construise tous ensemble, avec la vision, la manière que j'ai en tête, peut-être que voilà, j'y serais pas. Donc, j'embrasse tout ce qu'il m'a donné. Je dis juste, et je vous dis à tous que on peut avoir l'excellence, la rigueur, l'expressivité et tout ce qu'on veut, mais c'est compatible avec aussi la légèreté, les choses superficielles, les choses légères. C'est compatible. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, ou les uns ne sont pas incompatibles avec les autres. Et c'est le travail de notre génération de gérer ça, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je voulais te parler. Il dit plein d'autres choses dans la vidéo. J'y reviendrai un jour. Enfin, bref, c'est super intéressant. Il y a plein de choses qu'il dit. Des erreurs qu'il a faites. Cette histoire avec le Toubab. Enfin bref, j'y reviendrai. Et donc, la tension avec mon père, la principale tension, parce que oui, c'est pas tout rose, je ne serai pas là devant vous en train de vous dire ouais, je suis pas là, moi, pour vous dire ma relation avec mon père, il est nickel, elle est nickel, machin, tout ça. Enfin, dans toutes les familles, il y a des tensions, mais ou des non-dits, ou des histoires. La vérité, c'est que, ouais, je vais pas non plus inventer des histoires qui n'existent pas ou des tensions qui n'existent pas. Moi, je pense que je suis très, hyper, méga, giga chanceuse d'être dans une famille où tout se dit. Il n'y a pas de non-dit. Tout se dit. Mais il y a des tensions. Et elles existent. Et on en parle et on règle. Et cette tension, je sais pas, c'est juste le fait de lui dire, hey, monsieur, t'aurais pu faire ça aussi autrement. Aujourd'hui, ça, je trouve qu'il y a très peu de personnes qui auront le courage, l'audace, ou je sais pas, la possibilité, l'opportunité de le dire à sa mère ou à son père. Moi, je pense que c'est une chance que j'ai.
d'avoir les parents que j'ai, surtout le père, parce que mon père est beaucoup plus expressif que ma mère. Ma mère l'est aussi. De toute façon, elle n'a pas le choix. Et à force, je pense qu'elle est devenue aussi, par nos tempéraments. Et elle aussi, elle se livre, elle dit les choses, elle accepte moins que mon père. Et ce qui est très agréable avec mon père, c'est qu'il accepte. Il dit, ok, tu as raison, j'avais pas vu les choses comme ça. Et je trouve que ça, c'est agréable. Ça permet d'avancer, ça permet de résoudre les problèmes, de mettre de la conscience sur plein d'autres choses et d'avoir une vie intérieure riche. Parce que quand tu fais la paix avec ton éducation, avec des choses que tu aurais voulu régler avec tes parents, ma foi, c'est pas de la futilité, ça te permet d'avancer sur ta connaissance de soi et plus l'individu se connaît, plus son potentiel se libère et plus ce qu'il lègue est extraordinaire. Et je trouve qu'on devrait tous s'atteler à ça. C'est une de mes croyances en tout cas. Anyway, je m'avance, je m'éternise plutôt. Et le deuxième point de tension que j'ai eu moi avec mon père, c'est ma mère. Parce que, ouais, il y a des moments où j'ai pas aimé comment mon père se comportait avec ma mère ou ce qu'il disait. Et ça aussi, de presque toute la famille, je pense que c'était moi de tous les enfants qui prenaient position ouvertement et ça créait des tensions. Et j'ai beaucoup appris sur cette partie. Donc, c'est du coup, quand vous avez dit ce père, mari de ma mère, j'ai compris, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, mais j'ai compris une chose. Je ne vais pas la développer, cette chose ici. Je vais juste vous dire un truc. J'ai compris à travers ce deuxième point de tension. Donc, j'ai eu 2 tensions avec mon père. Un, c'est pourquoi il m'a poussé sur ce truc d'excellence et oublié l'autre partie. Et ça, on l'a réglé. Et encore une fois, c'est de l'amour. Il a donné ce qu'il avait avec ce qu'il a connu. Et la deuxième partie, c'est ses comportements ou ses trucs avec la relation avec ma mère. Que moi, de ma fenêtre, je ne trouvais pas bien et que c'était pas l'avis de ma mère, enfin bref, et ni son avis. Mais j'ai beaucoup bataillé sur ça. Et donc, je disais, je ne vais pas le développer dans cette vidéo parce que moi, je me suis quand même... Là, on est à 50 minutes et j'aime pas quand c'est long comme ça. Je vais la détailler. Je vais en parler plus tard dans une autre vidéo. Mais, je vais quand même donner ce que j'en ai appris. J'en suis arrivée à une conclusion que c'est leur histoire. C'est leur problème pour dire les choses telles qu'elles sont. Et surtout, c'est le problème de ma mère. C'est son choix à elle d'avoir épousé cet homme, de vivre les moments positifs, les moments moins positifs. Et que moi, à partir d'un certain moment, c'est pas mon problème. Je sais pas comment l'expliquer, mais à force d'être entre les deux, c'est même pas d'être entre les deux, mais surtout mon père, de lui dire, mais non. Les points principaux, c'était toujours, le vieux, il disait, oui, mais oui, je lui dis, je trouve que Django, par exemple, on avancera plus, machin, tout ça. Moi, par exemple, ça, c'est un truc que j'ai jamais supporté que mon père dise de ma mère. Je pense, le principal point de tension entre mon père et ma mère, où moi, je m'immisçais, c'était sur ce genre de remarques. Non, en fait. Je disais que t'as pas à dire ça parce que c'est ma mère. Je disais que, mais hey, c'est quoi l'intelligence dont tu parles? Moi, je suis là, je vois. Elle est beaucoup plus intelligente que toi qui a fait les études. Et c'était nos points de désaccord, encore une fois, qu'on arrivait toujours à résoudre parce que, encore une fois, moi, j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir dans cette maison où les choses se disaient avec le respect, mais ça se disait. Et on arrivait à échanger de manière vigoureuse, mais vraie, honnête, juste, animée. Et à la fin, tout le monde est OK, en fait. Et ouais, j'ai jamais aimé qu'il dise ça parce que c'était pas vrai, parce que l'intelligence, c'est pas faire les bancs, l'intelligence, c'est autre chose. Et puis, on était tous là, on voyait bien que ma mère elle a toujours cette intelligence fine, sociale, pratique, stratégique, qu'il n'a pas forcément et que moi je voyais qu'il y a des moments où c'est la dame qui sortait les trucs extraordinaires et que lui suivait et donc quand j'entendais oui mais elle n'est pas intelligente parce qu'elle n'a pas fait ça me faisait sortir de mes trucs et donc non, c'est pas des choses que je laissais passer. Bref, c'est typiquement ce genre de choses, mais au bout d'un moment, comme je disais,
Ouais, j'ai arrêté je me suis dit, chacun sa vie, en fait. Et chacun ses choix. Et c'est le mari de ma mère, c'est son partenaire, mais qu'il gère. Et puis quand tu vois que l'un ne peut pas aller sans l'autre, moi je dis toujours que le jour où mon père va mourir, une semaine après, ma mère suivra. Ou le jour où ma mère va mourir, une semaine après, mon père suivra. Parce qu'ils sont... Il y a ce truc fusionnel inexplicable, incompréhensible. Et donc au bout d'un moment, tu te dis, mais faites vos trucs. Et moi, je veux m'occuper de ma vie, c'est plus mon problème. Et voilà, et ça change la vie, ça. Et donc, s'il y a un truc que j'ai envie de dire à des adultes qui sont encore affectés par ce que pourrait faire leur père à leur mère ou l'inverse, c'est leur problème. C'est dur, ça peut être très, très pas respectueux de le dire ainsi, mais c'est factuel en fait. C'est leur choix à eux. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire la différence. C'est difficile entre la relation entre le père et la fille, la mère et l'enfant, enfin, père-enfant, mère-enfant, et la relation entre époux. C'est leur problème. Cette partie et maritale, là, c'est leur problème. Moi, je suis arrivée à cette conclusion, mais je vais la détailler. Parce que je trouve que c'est dommage que des adultes vivent une sorte de ressentiment, de rancœur envers l'un des parents, parce que c'est de l'énergie qu'on emmagasine et qu'on libère pas et qu'on peut transmettre aux gamins. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que il y a des héritages invisibles. Et s'il faut s'en débarrasser pour se libérer soi-même et libérer les autres qui dépendent de nous, mais il faut le faire. Et donc faire la paix avec certaines colères, certains non-dits, en se disant c'est leur problème, c'est leur histoire, c'est leur choix, ils peuvent gérer. Et donc se concentrer sur la relation qu'on a avec chacun d'entre eux. C'est un point de vue, mais que je vais développer plus tard. Anyway, donc voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Et mon intention en commençant cette vidéo, c'est que c'est pas pour raconter ma life, encore une fois, c'est que ça nous fasse réfléchir, ça nous pousse à mettre de la conscience sur certains éléments. Ça nous détabouise ces sujets sur la parentalité. Encore une fois, le passé, c'est-à-dire nos parents, nous permet de comprendre notre présent, qui nous sommes aujourd'hui, et donc nous permet de construire l'avenir, notre avenir, le nôtre, et puis celui de nos enfants. Et donc, l'impact de ça, c'est que ça changera nos sociétés, et on brisera des cycles qu'on répète depuis des générations et des générations, parce que nous n'avons pas mis de conscience, parce que nous n'avons pas réglé certains problèmes. This is my goal, my objective, my intention. Quand je commence cette vidéo, quand je vous partage tout cela, et j'espère que vous le recevez comme ça. Et puis voilà. Sur ce, je pense que c'est tout bon. Je finis, il est 22h08. La lumière du jour part. La canicule n'a pas arrêté. J'ai chaud. Mais je suis contente de vous avoir partagé ça. J'espère j'espère poursuivre en fait les conversations plus tard sur YouTube, là, sur les plateformes de podcasting et sur Skool. Rejoignez la communauté sur Skool également pour qu'on puisse échanger là-bas entre parents d'Afrique sur des sujets comme ceci. Et voilà, je pense qu'il faut que je fasse d'ailleurs une émission, un partage spécial Skool. Je vais le faire. Anyway, merci Team Parents d'Afrique, et sur ce, je vous souhaite une belle journée, belle soirée, quelle que soit, dépendant de l'heure où vous regardez, où vous avez regardé ou écouté ce partage.